Bonjour Serge André, bienvenue à cette petite entrevue à l'occasion de la Nuit de la philosophie. Comme on avait fait l'année passée, comme je disais avant d'enregistrer, là, vous êtes déjà un habitué de la Nuit de la philosophie. Pour la deuxième année consécutive, vous participez avec une autre conférence qu'on va parler. Pour débuter, pour ceux que c'est la première fois qu'ils nous rencontrent, qui vous rencontrent, est-ce que vous pouvez parler un peu de vous, de toi? On peut se tutoyer, comme on disait, parce qu'on se connaît déjà. Donc, parle-nous un peu de toi, de ton expérience, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à la philosophie et l'intérêt, et ensuite à écrire sur la philosophie. Ah bon Dieu, ça remonte à très loin. De mes 65 ans d'aujourd'hui, ça remonte à quand j'avais 15 ou 16 ans. Mhm. J'ai eu une prise de conscience assez frappante, une révélation. Quand j'écoutais un animateur de radio, il disait que les gens qui se donnent toujours raison vivent dans un système sans faille. Or, c'est par les failles que la lumière entre. Alors, j'étais dans un milieu où les gens se donnaient raison. J'étais dans une famille, comme souvent les adultes le font, se donnent raison. Et cette phrase-là n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vécu avec l'idée, si tu as une meilleure idée que la mienne, dépêche-toi de me la donner pour que je ne perde pas de temps, plutôt que de chercher à avoir raison. J'ai rencontré tout au long de ma jeunesse, tout au long de ma vie professionnelle par la suite, des gens pour qui le but dans la vie était d'avoir raison ou qui n'étaient pas heureux lorsqu'ils n'avaient pas raison. Et ça a maintenu mon intérêt pour la philosophie jusqu'à l'âge de 40 ans où je me suis intéressé plus particulièrement à la connaissance de la connaissance. Pour ceux qui connaissent ça, ça s'appelle l'épistémologie. Comment on pense, pourquoi on pense, quel est notre système de pensée, quelle est notre conscience, qu'est-ce qui distingue le savoir de la connaissance, etc. Et je suis devenu un fervent amateur de la philosophie à partir de l'âge de 40 ans. Dernièrement, je me suis intéressé à ce qu'on appelle la philothérapie, Ouais. ou la consultation philosophique, qui a été l'objet de la première conférence que j'ai donnée dans le cadre de la Nuit de la philosophie l'année dernière. Et je suis un amateur de philosophie. Mon background professionnel, j'ai travaillé dans les médias à titre de pigiste. J'ai travaillé à titre de conseiller en communication, en publicité et en marketing. Et depuis l'an 2000, je suis éditeur en ligne avec la fondation qu'on a créée avec mon épouse, qui s'appelle la Fondation littéraire Fleur de Lys, où on édite en ligne avec impression à la demande des manuscrits qui nous sont proposés. C'est intéressant. Et vous avez cette année proposé une conférence sur un livre que vous avez écrit qui s'appelle J'aime penser, Oui, qui, qui est très, comment je dirais, comme un premier pas pour la philosophie, s'il faut aimer penser. C'est ça. exactement. Parce que Exactement. penser demande un effort aussi. Donc, Et le titre du livre ne vient pas de moi. Je peux vous OK. raconter quelle est l'histoire de ce livre-là. Oui. Il faisait à peu près 450 pages, 450 feuilles, 8,5 par 11, que j'avais mis dans une boîte sur une table. Et je recevais des voisins pour le réveillon de Noël. Et en voyant la boîte, et en me questionnant sur ce qu'elle contenait, un des invités a dit « Oh, mon doux, tu aimes ça penser? » Ah, ben j'ai dit « Voilà, je viens de trouver le titre de mon livre. » Et j'avais déjà le sous-titre. C'est « Comment prendre plaisir à penser dans un monde où tout un chacun se donne toujours raison. » C'est vrai que c'est pas facile de discuter avec des gens qui se donnent toujours raison. Alors, y a-t-il un moyen d'arriver à discuter à un autre niveau? Et j'ai décidé en l'an 2000 de faire le bilan de mes connaissances, de situer, c'était le passage au nouveau siècle. Alors, c'était de me situer par rapport à toute l'histoire de mes idées, l'histoire de mon évolution en philosophie. Et j'ai écrit ce livre-là comme un essai de gouvernance personnelle. Un essai de gouvernance personnelle, vous voulez dire?
Je voulais dire par là que on se gouverne soi-même, pour autant qu'on a le contrôle de son évolution, pour autant qu'on est attentif à son évolution, pour autant qu'on connaît l'histoire de ses idées. On peut vivre pendant plusieurs décennies sans jamais porter attention à l'évolution de notre conscience. Mais moi, je portais une attention très spéciale par rapport à une ouverture d'esprit assez large à ce qui se passait dans ma conscience. Et c'est Mhm. à ce niveau-là que c'est un essai de gouvernance personnelle, parce que notre conscience est là pourquoi? Oui, pour prendre conscience, pour être présent, etc., mais c'est aussi, avec la faculté de penser, un outil extraordinaire pour nous connaître. En effet, non, mais c'est intéressant parce que ça rejoint la philosophie, on dirait, à la manière classique, c'est-à-dire c'est d'abord s'observer soi-même, apprendre, voir, comme vous avez dit, comme tu as dit, la façon de penser, où sont nos défauts dans la pensée, essayer de corriger, essayer de diriger la pensée. Donc, Exactement. ouais, ouais. Puis dans le livre, ben, j'ai vu, vous avez détaillé ben, plusieurs pensées. Je vois la pensée certaine, la pensée profonde, la pensée universelle, la pensée joyeuse, la pensée heureuse, malheureuse. Donc, vous voyez que vous amenez l'idée qu'il y a plein de types de pensées donc il y a des nuances, c'est pas simplement penser pour penser. On ne peut pas penser pour penser uniquement. De toute façon, lorsqu'on réagit à une information que l'on calcule comme étant objective, de toute façon, notre réaction elle-même est subjective. Si on a porté attention à une information, à un événement, à une prise de conscience, c'est parce qu'on y a été attiré de façon subjective au départ. Donc, notre pensée demeure à un point subjectif. L'important, c'est de savoir pourquoi. C'est de savoir comment ça se passe, de prendre du recul face à la subjectivité. Non pas de devenir objectif à 100%, mais de comprendre notre subjectivité, de composer avec elle, de l'apprivoiser plutôt que de la subir. Alors, dans la pensée certaine, euh, je donne un sous-titre qui est pour tirer le bénéfice du doute. Comment on fait pour être certain? Ah bien, c'est en tirant le bénéfice du doute. Si je ne doute pas, je ne peux pas être certain. C'est Mhm. le doute qui est la fameuse faille par laquelle la lumière entre. Or, si ça fait très longtemps que je me donne raison, que je vis dans un système sans faille, nécessairement, je vis dans le noir. Il n'y a pas de lumière extérieure qui entre. Tout ce qui entre, c'est pour me donner raison. Tout ce que je permets d'entrer, c'est pour me donner raison exclusivement. Or, le doute, c'est l'outil de base à l'esprit critique. On ne Mhm. prend pas pour vrai ce que l'on pense uniquement parce qu'on le pense. On doit tirer un bénéfice du doute. Et le bénéfice du doute, tout aussi curieux que ça puisse paraître, c'est la certitude. Mais la certitude ne dure pas toute la vie. La certitude, c'est un temps de vie jusqu'à ce qu'une autre certitude vienne la détruire. Autrement dit, la connaissance se bâtit sur la destruction du déjà su. C'est Mhm. pour ça que, du moins en science, dans la pensée scientifique. Alors, on parle beaucoup de la pensée scientifique dans la pensée certaine. Dans la pensée profonde, c'est la philo. C'est-à-dire que plus vous voulez aller en profondeur dans vos pensées, je compare ça à quelqu'un qui est dans un canot en mer et qui est ballotté par les vagues, et il ne pourra pas aller en profondeur. Tout ce qui risque, c'est que sa barque soit renversée et qu'il se noie. Et ça prend un sous-marin pour aller en profondeur. Puis ce sous-marin-là, c'est la philo. Ouais, Alors, plus intéressant. vous voulez aller en profondeur, plus le sous-marin philo doit être capable de résister à la pression. Alors, Ouais. c'est ça la pensée profonde. La pensée universelle, ben, c'est celle qui est partagée par tous les hommes. Le sous-titre que je donne, c'est pour vivre dans l'esprit de tous les hommes. Ensuite,
dans cette pensée universelle-là, il faut rechercher ce qui nous rassemble, ce que nous partageons tous. Dans la pensée joyeuse, ben, c'est pour donner à rire à l'intelligence, il faut savoir être capable de rire, de profiter de ces instants où le rire nous vient sans effort. La pensée heureuse, ben, c'est pour essayer d'attraper le bonheur. Moi, personnellement, je dis que le bonheur court trop vite pour moi. Là. Je suis toujours à la course après lui. Dans la pensée malheureuse, c'est pour penser ses blessures. Le malheur est un instant pour penser ses blessures. Penser P-A-N et non pas P-E-N. Non, penser, là, P-A-N. Dans la pensée empathique, c'est pour faire l'amour du don de soi. C'est très important de préciser que c'est pas pour le don de soi, c'est pour faire l'amour du don de soi. Alors ça implique que l'on aime se donner à l'autre parce que effectivement le bénéfice est très grand pour l'autre et par la pensée empathique, on devient aussi heureux que l'autre qui reçoit. Dans la pensée différente, bon, mais ça, c'est pour se connaître soi-même. On sait très bien que nous ne sommes pas tous dans notre vie personnelle en communion avec les autres. Il s'agit de se connaître soi-même pour avoir une communion avec l'autre qui est beaucoup plus profitable, beaucoup plus utile, beaucoup plus heureuse. Dans la pensée initiatique, ben, je parle du sens caché. C'est pour partager le sens caché de nos pensées, d'un objet, d'une idée, d'une façon de faire. C'est une pensée qui nous permet d'être amenés du point A au point B, qui nous initie à un parcours, qui nous initie à une prise de conscience, qui nous initie, par exemple, au silence, au moment présent. C'est toutes des initiations qui peuvent profiter à notre conscience. Dans la pensée divine, eh bien, pour nager en pleine lumière, pour ceux qui croient. Dans la pensée imaginaire, on a pour reconnaître la vérité. Il y a une espèce de paradoxe dans ce sous-titre-là. Comment on peut reconnaître la réalité avec une pensée imaginative? Eh bien, oui, c'est possible que l'imaginaire nous projette dans un réel. C'est possible de ne pas être bercé par nos illusions, même si l'imaginaire est présent. Et puis, dans la dernière pensée, c'est celle que j'ai appelée en guise de conclusion, l'arrière-pensée. Ça, c'est pour tout vous dire. Finalement, j'avais une arrière-pensée à écrire ce livre que je vais dévoiler lors de la conférence. Excellent. Ça donne le goût d'aller voir pour savoir c'est quoi cette arrière-pensée. Ben, je trouve intéressant, personnellement, là, toutes la façon dont vous l'amenez. Ça nous ramène beaucoup à nous, comme tu l'as mentionné, avec parce qu'aujourd'hui, on peut interpréter, ou plutôt des fois, c'est montrer la philosophie comme la pensée critique, oui, en partie, ou le débat, ou être critique, mais des autres. Toujours critiquer ce que les autres disent, les nouvelles disent, et puis, mais jamais soi. Donc, c'est toujours partir de soi. Oui, aller vers l'extérieur, mais il faut partir de soi, accepter le subjectif, comme vous l'avez mentionné, c'est-à-dire que c'est une partie de la réalité. Il faut comme l'intégrer, le rendre concret dans l'objectivité, objectiver sa pensée, si on veut. Tout en intégrant tout ce qui nous constitue comme être humain avec ce que vous amenez, autant au niveau émotionnel, empathique, tous les niveaux qu'on peut vivre en fait au quotidien. Donc, je vous laisse le mot de la fin si vous voulez. Ça fait déjà. Ben, j'invite tous les gens qui sont intéressés à la philo à venir faire un tour à cette conférence-là, qui s'appelle J'aime penser. Certains pourront dire j'aime réfléchir, mais pour réfléchir, il faut savoir penser. Alors, il y a une étape avant la réflexion qui est celle de penser. Beaucoup de gens n'aiment pas penser. Je vais essayer de leur donner des moyens pour aimer penser. Ce n'est pas bouleversant, c'est très intéressant.
de penser, de savoir comment on pense, comment les idées que l'on retient retiennent notre attention. Je pense que c'est une histoire de vie. Hein. Ce livre-là fait l'histoire de mes idées, fait l'histoire de mes différentes prises de conscience. Et je crois qu'effectivement, ça peut donner des pistes de réflexion et de pensée avant tout à l'auditoire qui sera présent. Merci beaucoup et on invite le public là, à visiter le site web pour voir la date et l'heure, mais on peut peut-être le rappeler, c'est 7 heures. L'activité est à 7 heures le 18 novembre, de 19 heures à 20h30, au Cornélien à Montréal, au 6692 rue Saint-Denis. C'est près du métro Beaubien. Donc, on invite la population, les citoyens, nos concitoyens à venir nous rencontrer. Ça va être une belle soirée.